Alors, nous continuons dans Carrefour, mesdames et messieurs, là, nous venons découvrir le diamant sous toutes ses formes. À présent, nous parlons de la xénophobie en République sud-africaine avec Olivier Pengongo. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, le monde est habitué à suivre Olivier Pengongo lorsqu'il s'agit de Florent Ibenge, lorsqu'il s'agit de Constant Marie, lorsqu'il s'agit de, comment on l'appelle, de Blatter. Ça, c'est pour parler de sport, hein, dans le gros. Mais aujourd'hui, Olivier Pengongo va avec nous analyser ce grand sujet. La xénophobie en RSA. Tout ce qui se passe là-bas, qu'en est-il concrètement d'abord? La réalité, ça commence fin mars, début avril. Le roi des Zoulous, chef Zelutuni, demande aux étrangers de laisser un peu les petits commerces aux Sud-Africains. Alors le message est mal interprété par un certain nombre de Zoulous et qui ont pris ça comme si c'était une instruction demandant aux Zoulous de chasser les étrangers. Et c'est là que ça commence, ça dégénère. Donc, si nous comprenons bien, le roi a demandé à ce que les étrangers laissent de l'espace pour le petit commerce, ne fassent plus de petits commerces, pour que ça reste aux Zoulous. Et les Zoulous n'ont pas eu à bien comprendre le message. Exact, le message est très mal interprété. Directement, ça retombe sur 40% de la jeunesse sud-africaine, 40% de la population sud-africaine pauvre est constituée de 80% de la jeunesse. Malheureusement, et c'est dans les 80% de la jeunesse, 70% sont des jeunes hommes. Les filles partent plus étudier que les hommes. Alors ces jeunes gens-là, pratiquement à la recherche de ce qu'ils appellent des fucking jobs, des sales boulots, trouvent que les sales boulots en question sont plus pris par les étrangers. On prend plus les étrangers un peu instruits que ces jeunes gens-là. Et finalement, ils se retrouvent dans la rue. C'est des frustrations. Quand ils apprennent par le chef, le roi des Zoulous, qu'il fallait laisser les petits commerces aux étrangers, certains ont interprété qu'ils voulaient chasser les étrangers. Alors qu'en réalité, il n'en était en aucunement l'intention du roi. Il a demandé à ce qu'on laisse les petits commerces. C'est qui est logique, même ici en République démocratique du Congo, ça se réclame. La population, les autorités réclament que, en tout cas, la vente des détails de produits soit réservée aux nationaux. Mais au niveau de l'Afrique du Sud, ce sont plutôt les étrangers, les Zimbabwéens, les Ghanéens, les Nigérians et même les Congolais qui font ça. Pourquoi? Parce que cette jeunesse, 70%, dont 40% de la population sud-africaine ont chômage, souffrent, ne savent même pas entreprendre quelque chose. En majorité, ils sont dans des rues, en train de piquer, de voler les gens, et finalement, ils se retrouvent en danger. Et ils se voient pourrir, en tout cas, ils se retrouvent dans la rue et ils ne savent pas à quel sens c'est voué. Aucune formation, aucune instruction, ils vont crever. Et alors, quand ils ont un message comme ça, prétextant que le petit commerce leur appartient, la mauvaise interprétation a pris place et finalement, ça dégénère dans toutes les rues. Il est vrai que nous avons eu à suivre plusieurs images et l'Internet qui pimente toujours tout. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu et nous épargnons même nos téléspectateurs de ces images. Mais est-ce vrai tout ce que nous avons vu sur Internet? Oui, bon... quand il n'y a eu que 6 morts et que sur Internet, on nous fait croire qu'on était à 600, 800 morts, ben voilà. Donc, c'est comme tu l'as si bien dit. Il n'y a eu que 6 morts. Il y a 6 morts dans ces incidents. C'est vrai que c'est beaucoup, parce que c'est quand même la vie humaine, mais ce n'est pas aussi nombreux que l'on voulait en faire prétendre. On parle de 6 ou de 600? C'est 6 morts exactement. Officiellement. Vous savez, l'avantage qu'a l'Afrique du Sud par rapport à d'autres pays de l'Afrique, c'est les pays les plus industrialisés de l'Afrique. Il appartient au G20. Et ces pays-là, les moyens de communication sont tellement rapides qu'un mort en Afrique du Sud peut faire gagner à quelqu'un $1 million. Les premiers à avoir donné l'information à un réseau de communication, parce qu'il a découvert un cadavre quelque part, dans tous les pays, gagnent. Il y a de quoi gagner de l'argent derrière ça. Donc, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui meurt en Afrique du Sud, tout le pays est informé. Mais que tu sois devant une télévision ou pas, il suffit d'avoir un téléphone, on va t'informer qu'à Kasumbalé, ça, à telle heure, quelqu'un a été tabassé, il est mort. Et alors, cette manière-là de rendre l'information très rapidement à la portée des gens, 6 morts peuvent passer à 6 millions rapidement. Les gens vont croire qu'il y a eu des milliers de morts, alors qu'en réalité, il n'y a eu que 6 morts. Et voyant même la gravité de l'effet, le président Jacob Zuma, qui devait se déplacer, a décidé de ne plus quitter l'Afrique du Sud jusqu'à en finir avec cette xénophobie. Et parmi ces 6 morts, il y a eu combien de Congolais? Il n'y a aucun Congolais. C'est vrai, c'est curieux. L'ambassadeur congolais en Afrique du Sud, hier, on parlait encore. Il est étonné.
il est étonné de voir que les Congolais, d'habitude très appréciés par les Sud-Africains, parce qu'ils trouvent qu'on est gay, on est une population bien, on ne vient pas tellement les piquer, on n'est pas violent comme les autres populations qui viennent habiter en Afrique du Sud. On est accueillant, on les reçoit bien. Il est étonné d'apprendre qu'aujourd'hui, il y a des centaines de Congolais qui se retrouvent dans l'obligation de quitter les townships. Mais c'est vrai, aller habiter dans ces zones-là, des townships, c'est vraiment réservé aux nationaux. Dans la cité des indigènes, les Congolais, on les tolérait quand tout s'est passé bien. Mais maintenant qu'ils sont pratiquement dans la recherche de l'unité nationale, vraiment épuration de l'ethnie pratiquement, vider la population sud-africaine de toutes les races, les Congolais se retrouvent victimes en fait en réalité de ces faits-là. Mais de nature, les Sud-Africains en aucun moment ont eu l'intention de chasser les Congolais. C'est que le roi avait eu à demander, c'est enfin réalisé, ou bien soit il y a un calme? Oui, il y a une accalmie, mais c'est vrai qu'hier encore à la paix est revenue, oui, pas encore. Non, pas totalement. Ça ne reviendra jamais totalement, madame. Vous savez, je vais vous donner l'exemple de Johannesburg, où vous avez deux cités. Il y a la cité des indigènes, Alexandrie, et vous avez la grande ville, les towns, où là vous avez des immeubles de gratte-ciel. Le petit peuple qui se retrouve de l'autre côté pense que ceux qui ont construit les immeubles sont venus envahir leur territoire. Ça reste comme ça dans l'air tête à jamais. Je me rappelle même, quand vous marchez dans ces genres de cités, les gens vous regardent avec dédain. Ils pensent que vous les avez chipé quelque chose. Et pourtant, quelque chose de curieux qui s'est passé, c'est quoi? Quand on a demandé à cette population-là qu'elle se déplace pour qu'on puisse construire des belles maisons pour eux, qu'on leur remette gratuitement des appartements, ils ont dit aux hommes blancs que vous voulez plutôt déterrer sur notre sol l'esprit de nos ancêtres pour nous envahir. Alors qu'en réalité, c'était dans les soucis d'élever leur niveau de vie et finalement d'éviter ces genres de frustrations que nous connaissons aujourd'hui. Et ça, c'est depuis 90. C'est après la fin de l'apartheid que l'homme noir se voit dans l'obligation de revendiquer ses droits, de s'imposer ou de chercher à arracher quelque chose qu'il prétend avoir perdu dans la présence des Blancs. Et pourtant, si Nelson Mandela a demandé aux Sud-Africains de pardonner les Blancs, parce qu'en sortant de prison après 27 ans, le développement du pays qu'il a vu, il a dit, au-delà des hommes qu'ils ont tués, au-delà de nos frères qu'ils ont tués, ce qu'ils ont construit pour nous est irremplaçable. Aucun homme noir, dans aucun pays noir d'ailleurs, à part l'Afrique du Sud, on ne retrouve aucun pays dans les 20 pays les plus industrialisés de la planète. Donc c'est un bon travail. Et est-ce que le roi s'est encore une fois exprimé? Il s'est encore exprimé hier. Il a demandé à la population sud-africaine d'arrêter, surtout en majorité les Zoulous, qui sont pratiquement à 12 millions sur 50 millions de la population, d'arrêter ce genre de comportement. Il n'en était rien de cet élément-là. Lui demandait plutôt aux politiques de revoir la politique d'immigration et surtout d'endurcir pour n'amener en Afrique du Sud que la main-d'œuvre utile à la nation plutôt que d'amener des gens qui vont faire les fucking jobs. Les fucking jobs que les Sud-Africains pensent qu'ils reviennent de plein de leurs droits. Ce qui est normal, même en République démocratique du Congo. Nos frères qui vendent partout dans les marchés réclament que les petits commerces nous soient réservés à nous. Voilà. Mais le Congolais doit rester calme parce que le Congolais qui vit en Afrique du Sud n'a aucun problème. Oui, le Congolais n'est pas l'ennemi numéro 1 sud-africain. Surtout pas dans des factures. Il n'est pas l'ennemi. Il n'est pas l'ennemi. En aucun moment, les Sud-Africains ont pris des Congolais pour les ennemis. C'est vrai qu'il y a confusion. Quand on veut chasser les étrangers et que vous vous appelez étrangers, malheureusement, vous êtes mêlés. Mais la logique, moi j'ai des frères que j'ai laissés là-bas. Jusqu'aujourd'hui, ils m'appellent, ils regrettent. Parce que c'est vrai qu'ils habitent là-bas, mais ils se retrouvent coincés dans ce genre de comportements. Olivier Pengongo, vous avez aujourd'hui apaisé les cœurs des nombreux Congolais qui nous ont suivis. Merci à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Une phrase, une pensée sacrée avant de nous dire au revoir. N'abandonne surtout pas à cause de ce qu'une personne a dit. Utilise ces paroles comme source de motivation pour travailler encore plus fort. Au revoir.